les barmen en Irlande ont je dirais un petit peu euh, le sens de l'esthétique et ils font un peu comme si c'était un cappuccino et ils Hmm. dessinent avec le jet de bière au-dessus un trèfle. Chers amis, bien le bonjour et bonjour à Guy. Bonjour Claude. Nous sommes ravis, bien sûr, de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Et là, Guy va nous proposer une recette très rigolote que vous voyez d'ailleurs derrière moi là. C'est au moment de la Saint-Patrick et pour la Saint-Patrick. Et cette recette est le ragoût de bœuf à la Guinness. Guy, j'ai déjà les babines qui tombent. Ah oui, mais en fait, je me suis dit, tiens, nous sommes au mois de mars, nous enregistrons au mois de mars et nous allons diffuser cet épisode aux environs de la mi-mars. Et à la Oui, mi-mars, qu'est-ce qu'on fait? Chaque année, partout dans le monde, parce que les Irlandais ont essaimé, je dirais, dans toutes les régions du monde et surtout aux États-Unis d'ailleurs, oui, mais on fête la Saint-Patrick, le saint emblématique de l'Irlande, hein, oui. qui a évangélisé le peuple à l'époque où il était encore païen. Saint Patrick qui est vénéré en Irlande parce qu'il a débarrassé l'île des serpents. Je ne sais pas si vous le savez, mais Du tout. paraît-il qu'avant son arrivée, les serpents pullulaient sur l'île et Saint Patrick a expurgé l'île de ces serpents. Ah oui, Donc il n'y aurait plus de serpents en Irlande. Bon, c'est une bonne chose, mais enfin voilà. oui. Euh, il a entre autres fait ça. Alors il est décédé en 461, si mes informations sont bonnes. Je n'y étais pas, je rassure tout le monde. Et c'est un petit peu plus ancien que la date de ma naissance, donc je n'ai pas pu voir ni connaître Saint-Patrick. Par contre, Saint-Patrick est vraiment apprécié, hein. Il y a des cortèges qui ont lieu bien sûr en Irlande, on fait la fête et on fait la fête aussi dans une des plus grandes villes irlandaises du monde, qui est New York, hein. On oublie parfois un petit peu, mais la communauté irlandaise des États-Unis, qui sont bien sûr maintenant devenus des Américains, reste extrêmement attachée à cette tradition populaire parce que on est irlandais et on le reste un peu comme les Asiatiques restent chinois tout en étant américains, mais Oui, hein, ils ont leur Chinatown et bien les Irlandais à New York, c'était pas n'importe quoi, hein. C'était des gens oui. Hmm. qui restaient extrêmement, je dirais, entre eux et ça ne les empêchait pas d'avoir des époux, des épouses extérieures à la communauté, mais comme de préférence communautaire, c'était mieux. Hmm. Donc, quand on va à New York, eh ben, on n'est pas étonné de trouver des peuples irlandais, mais on trouve des peuples irlandais également à Bruxelles, on en trouve à Paris, on en trouve un peu partout. Et Oui. dans ces peuples, qu'est-ce qu'on va servir? La Guinness. On va servir de la Guinness. Alors, quelques mots sur la Guinness. Je suis allé en Irlande, visiter Dublin. C'était donc dans le but, avec des élèves d'hôtellerie, d'aller visiter deux grands hauts lieux de la gastronomie en Irlande. C'était la brasserie Guinness et c'était la distillerie Jameson pour le Hmm. whisky irlandais, le whisky. Donc, nous sommes allés visiter tout ça. Et quand on va à Dublin visiter la fameuse brasserie Guinness qui existe depuis le 18e siècle, hein, donc dans les années 1700, on fait un petit voyage dans le temps parce qu'on a des installations qui sont à la fois et modernes et anciennes. Ça se trouve un petit peu en dehors de la ville. Enfin, quand je dis en dehors de la ville, ce n'est pas dans le centre-ville. C'était Oui. une brasserie qui avait été construite dans les faubourgs de Dublin à l'époque. Bon, maintenant, évidemment, Dublin s'est étendu, donc c'est toujours à Dublin, il n'y a pas de souci. Mais on sort du centre-ville, je dirais, historique. On prend un bus, un moyen de transport pour y aller, hein. On ne va pas à pied parce que c'est un petit peu loin. Et alors, ce qu'on peut visiter, c'est un tout nouveau bâtiment qui a, bon, maintenant 25 ans, hein, quand je dis nouveau. En fait, les architectes ont conçu un immense verre à Guinness qui fait soixantaine de mètres de haut Hmm. et qui est le musée. Et on entre dans le verre qui se trouve lui-même inclus dans les anciens bâtiments. C'est un Ah petit peu oui. particulier. Donc, on a un petit peu l'impression d'entrer dans un immense verre. Et quand on arrive tout au-dessus, à 60 mètres, on se trouve là où il y avait normalement la mousse de la Guinness et on se trouve dans un bar panoramique Hmm. à partir duquel on a toute la vue, je dirais, possible et imaginable sur l'ensemble de la ville. C'est un très très beau point de vue. Et Ouais. là, vous avez le salon de dégustation, le bar de dégustation de la Guinness. Après être monté étage par étage dans toute l'histoire et dans toute la fabrication de la Guinness, on arrive au lieu de rendez-vous qui est la dégustation.
où on vous sert évidemment la Guinness dans les règles de l'art. Alors, aux grandes dames de toute une série d'élèves, parce que nous étions partis avec des élèves, je pense, de cinquième année, et ils n'avaient pas tous 18 ans. Or, en Irlande, la loi était extrêmement stricte et beaucoup plus stricte qu'en Belgique. Tu n'as pas 18 ans, tu ne bois pas une goutte d'alcool. Donc, les choses avaient bien mal commencé pour eux le premier jour. Nous allons manger dans un self-service. Ils pensaient commander une bière. Monsieur, carte d'identité, vous n'avez pas 18 ans, vous prenez une limonade. Alors, quand on arrive à la brasserie Guinness, c'est la même chose. On reçoit une espèce de petite pierre blanche, enfin transparente, en plastique, hein, avec une Mhm. goutte de Guinness qui est incluse dedans. Mhm. Et puis, quand on arrive là-bas tout au-dessus, on a le droit, si on a plus de 18 ans, à une Guinness gratuite, ou bien on a droit à un Coca-Cola ou une autre limonade. Donc, autant vous dire que tous ceux qui n'avaient pas les 18 ans ont tiré la tête parce que on visite la brasserie Guinness, ce sont des hôteliers, hein. Donc, Oui, ce sont des gens qui sont déjà naturellement aller confrontés à la boisson et qui viennent pour un voyage de découverte finalement, hein. oui, Et oui, bon, oui. ben, ils sont frustrés parce qu'ils doivent boire une limonade à la place de En la effet, Guinness. je Donc les comprends, les c'est pas pauvres. rigolo, mais enfin bon, la Oui, loi c'est la oui, loi et oui, c'est comme oui, ça. Mais on devrait absolument. faire des exceptions quand même pour les élèves dont la Pour les spécialité ou la professionnels, oui, formation, oui, voilà, c'est quand même un peu particulier. Les hôteliers, ben, ils sont confrontés à un jour à servir de la Guinness et à en boire peut-être, en oui, tout cas à oui. l'utiliser. Et puis on leur dit non, non, vous pouvez pas, enfin soit. Alors la Guinness, qu'est-ce que c'est pour une bière? C'est une bière qui fait partie de la catégorie des stouts. Le stout, S-T-O-U-T, ce sont des bières qui sont extrêmement riches, extrêmement foncées, extrêmement goûteuses, extrêmement amères. Alors il y a des stouts qui sont moins amers, qui sont plus doux, hein, mais vous en avez qui sont particulièrement amers. Mais c'est Alors quoi à quoi? c'est quoi le stout? C'est Eh une ben, le stout, plante? c'est une famille. Non, le stout, c'est une famille de bières, comme on dit par exemple. Il y a les pils, hein, les pils, ce Ah sont oui, des bières d'accord, blondes. d'accord, Le d'accord, stout, c'est une famille de bières qui s'appelle d'accord. comme ça et qui Ok. sont des bières foncées. Ce sont des Mhm, bières qui sont noires d'apparence et mhm, qui sont en réalité, si on les regarde à la lumière, plutôt rouge foncé, mais mhm, tellement foncées qu'elles paraissent noires. mhm, Alors, à quoi est-ce dû? C'est dû à l'utilisation de malt extrêmement torréfié. Alors, je rappelle mhm. ce que c'est que le malt. Au départ, la bière est fabriquée avec de l'orge. Et Oui. cet orge, on va d'abord le faire germer. Donc, on va le mettre dans des conditions d'humidité et de chaleur qui vont provoquer que l'orge, des grains d'orge vont germer. Donc, il y a une petite pousse qui va commencer à apparaître. Et au moment où l'orge commence à germer, en réalité, il transforme les amidons qu'il contient, en partie en tout cas, en sucre Mhm, fermentescible. mhm, Et c'est ce qui nous intéresse quand on fait de la bière, c'est qu'il y a à un moment donné du sucre qui fasse de l'alcool. Donc, absolument. au moment de la germination, on arrête la germination. Et comment l'arrêtait-on? Eh bien, on l'arrêtait par chauffage du malt. Et le Mhm. chauffage faisait qu'il y avait une cuisson, donc, Oui, plus ou moins prononcée. Alors, plus vous allez cuire le malt, plus vous allez le faire cuire à haute température, puisqu'il devient foncé. C'est un peu comme des grains de café qu'on torréfie, tout simplement. oui. Et les maltes qui sont destinés à faire des bières de la catégorie des stouts sont des maltes extrêmement torréfiés qui sont noirs, qui sont Mhm, tellement grillés, tellement rôtis, qu'ils sont au minimum de couleur chocolat et même parfois plus foncés que mhm, ça. mhm. Et alors, on va donc après moudre ces maltes, les mélanger avec de l'eau, on va faire chauffer, on obtient une espèce de mou, enfin ça s'appelle un mou en tout cas, Oui, quand oui, on fait le vin, ça oui. s'appelle un mou, qui va après fermenter et qui va produire donc de l'alcool, du gaz carbonique, et qu'on va filtrer par la suite, et puis faire vieillir, on obtient de la bière. Alors une autre grande différence avec les autres bières, c'est que lorsqu'on sert de la Guinness à la pompe, on n'utilise pas de cartouche de gaz carbonique comme c'est le cas pour les autres bières. Vous savez que une bière, quand on la sert, si on n'utilise pas des moyens de pression appropriée, la bière est presque plate. Oui, D'ailleurs, en oui, Angleterre, on dit toujours, ah, les Anglais, ils servent de la bière plate et de la bière tiède. Bon, en réalité, qu'est-ce qui se passe en Angleterre et dans les îles britanniques en général? Vous avez les fûts de bière qui se trouvent à la cave, qui ne sont pas réfrigérés, et vous avez des pompes à bière qui sont de véritables pompes. Contrairement à nous en Europe, où les pompes sont en fait des robinets par lesquels la bière sort sous la pression du gaz carbonique que l'on injecte. absolument. Donc, en Angleterre, vous avez énormément de bars où il faut pomper avec l'aide de la manette. Il faut pomper pour faire remonter la bière dans le tuyau et la faire descendre dans le verre. Et Mhm, c'est la raison pour laquelle la bière ne contient plus que le gaz carbonique qu'elle avait à l'origine au moment de sa fabrication. mhm. Tandis que chez nous, on sature la bière avec du gaz carbonique pour avoir à la fois la pression qui fait monter
la bière dans le tuyau, mais également pour maintenir, je dirais, la bière sous pression interne de gaz carbonique et qu'elle ne Oui, perde pas son gaz carbonique. Et c'est oui. ainsi que les bières qu'on sert chez nous, en France, en Belgique et en Europe continentale, sont des bières qui donnent beaucoup de mousse, tandis que les bières qu'on sert en Angleterre traditionnellement, elles sont beaucoup plus plates. Ça, c'est la Mhm, raison. mhm. Alors, la Guinness, elle a ceci de particulier, c'est que ce n'est pas du gaz carbonique que l'on va injecter, mais c'est de l'azote. Ah oui, L'azote qui est ce gaz qui constitue 80% de l'atmosphère terrestre, c'est un gaz qui est très neutre, hein, qui n'a pas oui. de goût particulier, Mhm, et mhm. c'est ce gaz qui va donner au service de la Guinness, quand on la sert de manière traditionnelle, cette mousse extrêmement crémeuse. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment on faisait pour servir une Guinness à la pompe. Pas du tout. Quand on sert une Guinness à la pompe, au moment où la Guinness arrive dans le verre, elle a un aspect laiteux. On a l'impression qu'il n'y a que de la mousse. Et Oui. en réalité, cette mousse remonte progressivement. Ce sont vraiment des microbules, hein. La bière traditionnelle, la bière blonde, je dirais, la pisse normale, les bulles sont relativement grosses. Tandis que dans le cas de la Guinness, on a affaire à des microbules qui forment une espèce de crème qui va remonter progressivement. Et ensuite, la mousse qui se trouve au-dessus de la bière est une mousse extrêmement crémeuse qui a une épaisseur de 2-3 centimètres facilement et qui reste crémeuse au-dessus. Et Mhm, alors, les barmen en Irlande ont je dirais un petit peu euh, le sens de l'esthétique et ils font un peu comme si c'était un cappuccino et ils mhm. dessinent avec le jet de bière au-dessus un trèfle, le Ah fameux oui, trèfle irlandais. évidemment. Et oui, évidemment. Donc, quand on sert une véritable Guinness dans les règles de l'art en Irlande, on vous dessine avec la fin du jet de bière, on vous dessine un trèfle dans la mousse au-dessus. Voilà. Et c'est, dit-on, la Guinness qui a donné l'idée de faire l'Irish Coffee, qui est un café chaud avec de la crème battue au-dessus, qui ressemble esthétiquement à la Guinness, noir en dessous et blanc au-dessus. Alors, voilà un petit peu pour les explications concernant la Guinness. Alors, la Guinness, on l'utilise également en cuisine. On l'utilise en cuisine, on peut faire du cake à la Guinness, on peut faire du gâteau à la Guinness, et on peut faire des ragoûts de viande à la Guinness. Alors, il existe un autre grand ragoût très populaire en Irlande, qu'on appelle l'Irish Stew, qui est un ragoût de mouton. Mais aujourd'hui, nous allons parler non pas d'un ragoût de mouton, mais d'un ragoût de bœuf. Alors, l'idée m'est venue quand? Eh bien, je regarde de temps en temps le journal télévisé de midi sur Antenne 2, et il y avait il y a quelques jours une séquence qui était consacrée à la Guinness, justement. Mhm. Donc, j'ai vu ce qu'on en disait, et puis on est allé avec l'émission en Irlande, à Dublin même, dans un des restaurants, disons, réputés, qui cuisinait tous les jours un ragoût de bœuf à la Guinness. Donc, j'ai vu ce qu'il y avait dans le ragoût et je vais donc vous en donner la recette que j'ai recréée à partir, je dirais, des ingrédients que j'ai vus donc dans la recette à la télévision. Mhm. Eh bien, nous allons préparer ce ragoût pour 4 à 6 personnes. Alors, je dis 4 à 6, pourquoi? Parce que il est parfois difficile de donner des proportions précises en disant ça c'est pour 4 ou ça c'est pour 5 ou Oui, ça c'est pour 6. Parce oui. que ça dépend. Comme c'est un plat qui est portionnable, étant donné que ce sont des morceaux différents de viande, et non pas une côte de porc, par exemple. Donc, on ne sait pas combien chacun va manger. Et puis, il y a une différence entre, je dirais, le monsieur qui est sportif, travailleur de force, qui pèse 110 Absolument. kilos, et le gamin qui a 6-7 ans, ou la petite fille qui a 8 ans, hein, et qui fait au plus un petit peu de danse une fois par semaine. Bon, Ah, même chose pour les dames, sans être, je dirais, négatif, mais bon, entre la maman qui pèse 55 kilos tout habillée et la dame qui a des activités sportives ou physiques extrêmement, je dirais, fortes, la consommation alimentaire n'est pas du tout la même. oui. Donc ici, je vais vous donner des proportions. Alors dites-vous que c'est pour 4 personnes qui seraient des gros mangeurs et 6 personnes qui seraient une famille avec des enfants ou bien des mangeurs très très raisonnables. Alors j'ai prévu que vous preniez au départ 1,2 kg de viande. Alors la viande, pour faire des viandes de type ragoût, qu'est-ce que c'est? Ce sont des viandes dites de troisième catégorie. Je Oui, rappelle que macreuse, troisième gîte. catégorie, Oui. voilà, que troisième catégorie, ça ne veut pas dire troisième qualité. Ah non. Ce sont des types de viandes qui sont des viandes qui doivent être cuites longuement de Oui, manière à être attendries. oui, Voilà, c'est que ça veut dire, hein. Alors effectivement, on peut utiliser du flancher qui a été désossé et dénervé, on peut utiliser du jarret. Ce sont souvent les morceaux, disons, de l'épaule éventuellement. Ce sont souvent les morceaux qui ont été utilisés. Alors si je me réfère à la carbonade qu'on fait en Belgique, il y a deux possibilités. Soit on laisse un tout petit peu de gras et un peu d'aponévrose, soit on dénerve complètement et on a des morceaux qui sont
je dirais, pure Maigre, oui. viande rouge. Oui. La seule différence, c'est que les morceaux qui sont, comme maintenant les clients le demandent plutôt, qui sont extrêmement dénervés, ce sont des morceaux qui donnent une préparation un peu plus sèche. Parce que Oui. anciennement, de peu de gras et des aponévroses amenaient du moelleux à la préparation. C'est Oui. un peu comme les blanquettes, c'est la même chose. Vous avez Oui. la blanquette traditionnelle, il y a toujours un peu de gras, hein, et un peu de croquant. Et puis, alors, ça se fondait dans la cuisson. Et puis, vous avez maintenant les blanquettes où il n'y a plus que de la viande maigre. Et puis, on dit, mais maintenant, la blanquette, elle est sèche. Ben non, c'est parce que le client ne supporte plus d'avoir un petit bout de gras ou un petit bout d'aponévrose dans son Absolument. assiette. Oui. Et bon, on ne peut pas avoir les choses et leur contraire. Oui. Alors, vous aurez besoin de légumes pour mettre là-dedans. Je n'ai pas vu d'oignons dans la recette, mais par contre, je vais en mettre pour une raison. C'est que, un, on met très souvent des oignons, je dirais, dans ce genre de préparation. Et deuxièmement, on va mettre des oignons grelots. Mm. Hein, des oignons grelots, ce sont ces petits oignons blancs Que avec l'on lesquels on voit. fait des oignons Oui. vinaigre. Vous pouvez les Tout à acheter fait. soit frais, Oui. soit les acheter surgelés. Il faut reconnaître que les petits oignons surgelés, c'est bien pratique parce que vous prenez la quantité dont vous avez besoin, vous laissez le reste au congélateur et c'est très très facile d'emploi. Vous ne devez surtout pas les éplucher. Oui. Oui. 500 grammes de champignons. Alors champignons, ça peut être du champignon blond de carrière, ça peut être du champignon blanc, aucun problème. Prenez surtout des champignons qui soient, disons, bien fermés. Évitez les champignons qui ont déjà tendance à s'ouvrir. Pourquoi? Oui. Parce qu'un champignon qui s'ouvre, les lamelles commencent à être à l'air, elles ne restent pas rosées très longtemps, elles deviennent rapidement noires. Mm. Et là, vous avez un goût qui n'est plus très très frais. Le mieux, c'est des champignons qui soient bien fermés, que vous couperez de toute façon. Alors, 200 grammes de céleri blanc en branche. Donc, c'est le céleri feuille, mais non pas le céleri vert qui est trop âcre, qui est plus puissant. Oui. Le Prenez du blanc. céleri blanc Oui. qui est moins Plus âcre et doux. moins fort, Oui. Oui. plus doux. Et alors, 600 grammes de carottes. Alors, 600 grammes de carottes, carottes traditionnelles. Je tiens à préciser que je donnerai dans quelques temps une recette plus gastronomique de la même variante, de la même recette, mais avec tous les éléments qui vous permettent de la faire, je dirais, telle qu'on la servirait dans un restaurant gastronomique, tout simplement. Donc des D'accord. carottes ordinaires, 600 grammes. Alors, les poids des différents légumes ici sont donnés à titre tout à fait indicatif. Oui. J'ai Oui. mis l'équivalent en légumes de ce qu'il y a en viande. Pourquoi? Oui. Oui. Parce que c'est un plat où il n'y a pas d'autre, à part de la pomme de terre, sous forme de purée souvent, il Mm. n'y a pas d'autres légumes en accompagnement. Donc les Mm. légumes de la ration alimentaire doivent se trouver dans le plat lui-même. Et ce n'est pas trop que de mettre la même quantité de légumes que ce qu'il y a de viande. Oui. OK? Oui. Alors vous allez me dire, mais bon, imaginons que ce soit pour 5 personnes, 1 kilo 250, ça fait 250 grammes de viande par personne. Ça peut paraître beaucoup, oui, mais d'un autre côté, ce genre de préparation fait que les viandes réduisent assez fort. Elles perdent du poids. Si vous pesez la viande avant cuisson et que vous pesez la viande après cuisson, vous n'aurez plus le même poids du tout. Oui. Oui. La viande réduit. Donc, en prévoyant 250 grammes, c'est vrai que c'est copieux. D'un autre côté, c'est le genre de plat qui se réchauffe avec beaucoup de plaisir et qui est même meilleur quand on le mange réchauffé que quand on l'a Absolument. réalisé. Ça, il faut le Absolument. savoir. Oui. Oui. Et qui se congèle aussi tout à fait facilement. Alors, Absolument. pour avoir facile, je vous suggère également, c'est d'avoir une sauce de base sous forme d'un jus de rôti. Alors, là, il y a plusieurs formules, plusieurs possibilités. Soit vous avez du fond brun, mais plus personne ne fait son fond brun lui-même, surtout pas Ah la non. ménagère. Oui. Soit vous achetez à ce moment-là des sachets de jus de viande, hein, de jus de rôti. Alors bon, en Angleterre, on va trouver ça que ça s'appelle du gravy, hein, c'est du jus industriel, mais c'est pas mauvais pour autant. Vous allez pouvoir acheter, si vous avez un magasin de produits pour les restaurants et les traiteurs, des boîtes ici chez nous. Bon, je vais citer les deux grandes marques. Vous avez Nestlé, vous avez Knorr. Donc, ça vaut la peine de faire un petit investissement. Une chose qu'il faudrait éviter d'utiliser, ce sont les cubes de bouillon de bœuf Mm. parce que c'est tellement typé cube de bouillon de bœuf que vous aurez du mal à ce que votre recette sente autre chose. Oui. Donc Oui. ça, c'est vraiment en toute dernière extrémité si vous n'avez rien d'autre. Mais le mieux, c'est d'aller au rayon sauce, dans les sachets de sauce déshydratée, vous regardez quelles sont les proportions, c'est indiqué sur le paquet, vous respectez ces proportions-là. Si on vous dit, voilà, c'est un sachet pour 250 grammes d'eau, vous mettez 250 grammes d'eau. Si c'est pour 500 grammes, c'est 500 grammes. Si c'est 400 grammes, c'est 400 grammes. Mais vous respectez par contre les proportions. Si Mhm. vous ne trouvez pas de sauce en sachet comme ça, il y a une autre alternative. Ce sont les cups de bouillon gélifié que certaines Oui. marques font. Ce Mm. sont des petits cups, je dirais, qui contiennent l'équivalent d'une grosse cuillère à potage de ce bouillon gélifié. Ça existe en volaille et ça existe aussi en bœuf. Ça, c'est l'autre alternative qui est assez intéressante de toute façon.
À ce moment-là, vous considérez que vous devez réaliser votre sauce de base avec ces cups. Pour cette quantité-ci, vous en faudra au moins 4 ou 5, hein. Mhm. Mais enfin, vous savez que vous pouvez partir de là. Alors, vous aurez besoin également d'eau pour faire le mouillement, donc de manière à avoir l'équivalent d'un litre de jus de rôti. Vous aurez besoin éventuellement d'un peu de liant brun. Ça existe sous deux formes dans le commerce. Vous l'avez soit sous forme d'une maïzena brune avec liaison instantanée, soit sous forme de roux brun. Alors je vous dirais que les deux sont valables. La seule différence, c'est que quand vous avez un roux, vous allez avoir une liaison qui sera un petit peu plus collante, un peu plus gluante, un peu plus Oui, épaisse. oui. Et si vous utilisez de maïzena brune, vous aurez une liaison qui sera plus fluide, plus translucide. Et ceci, je dirais à quantité égale. Le Mhm. roux a une liaison qui est différente. Pourquoi? Parce que le roux contient de la farine, tandis que les maïzena, c'est de la fleur de maïs, tout simplement. Mhm. Alors, vous avez besoin de matière grasse, l'équivalent de 100 grammes, hein. Alors, ça Oui, peut être de l'huile et du beurre, parce que c'est souvent ce que j'utilise, un mélange des deux, un morceau de beurre et un peu d'huile. oui. Alors, un peu de thym, un peu de laurier, un peu d'ail. Alors, pour cette quantité-ci, une feuille de laurier suffisante, une branche de thym, et alors, une ou deux gousses d'ail, c'est suffisant, hein. Mhm. Mais ce n'est Mhm. pas obligatoire, mais vous pouvez en Tu la mettre. laisses en chemise, l'ail, tu le laisses en Ça chemise? dépend. Moi, je ne la laisse pas en chemise parce que j'aime bien la consommer l'ail. Oui, Mais celui qui dit je veux simplement que ça parfume et je veux l'enlever, ben, on le laisse en chemise et à ce d'accord, moment-là, vous l'enlevez à la fin de la cuisson. Ça, d'accord, c'est une d'accord. possibilité. Ok. Mais c'est une préparation où l'ail ne doit absolument pas dominer, hein. Oui, oui, oui. L'ail doit, disons, parfumer le plat, mais sans dominer. Donc, une ou deux gousses d'ail, c'est très largement D'accord. suffisant. Ok. Alors, même chose, vous allez me dire, est-ce qu'on préfère un bouquet garni? Oui, mais vous pouvez tout aussi bien mettre la feuille de laurier telle qu'elle, hein, Oui, entière, et oui, mettre la branche de thym, et vous récupérez l'un et l'autre à la fin, oui, après la cuisson. Et si oui. vous n'avez pas, par exemple, de thym en branche, vous mettez du thym mondé, donc c'est du thym, je veux dire, entre guillemets, en poudre à pulvériser, et de laurier, il existe des feuilles de laurier moulues, on met une petite pincée, ça revient au même, hein. Du Mhm. sel et du poivre, évidemment. Alors, vous pourrez aussi utiliser un tout petit peu de sucre cassonade. Je vous dirai pourquoi. Mhm. Parce que les sauces à la bière sont relativement Oui, amères. oui. Un Et peu dur. éventuellement, vous seriez amené à adoucir un tout petit peu cette amertume. Oui, Alors, quelques brins de persil pour décorer, éventuellement des jeunes oignons. Et puis, le plus important, c'est la Guinness. oui, Alors, la Guinness, vous allez la trouver sous plusieurs formes, soit en bouteille, soit en canette. Alors, petite précision, j'ai parlé tout à l'heure du service de la Guinness au comptoir avec une pompe. oui. On n'obtient jamais le même goût avec une Guinness en bouteille ou en canette que quand on la déguste à la pompe. Oui, j'imagine. Parce que c'est impossible de reproduire au niveau du service, même quand on verse donc dans son verre, on n'obtient jamais exactement la même chose. Donc le goût peut être altéré. Et Oui, puis sans compter que boire de la Guinness en Irlande, c'est une chose, la boire dans un autre pays en est une autre. Pourquoi? oui. Parce qu'on adapte la composition de la Guinness à chaque pays. Mhm. J'ai participé un jour à un test de Guinness, hein, mais évidemment, on ne s'invente pas. On m'a demandé, tiens, est-ce que vous avez le temps? Oui, ça va. Bon, c'est pourquoi, madame? Ah, bah, écoutez, vous allez faire un test de Guinness. Bah oui, bah, ok, d'accord. Monte Avec à l'étage du plaisir. café, avec plaisir. Donc, j'avais 3 Guinness à déguster. Et je devais, parce que attention, il ne faut pas croire que c'est simplement on boit un coup et puis au revoir et merci, hein. Non, 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 non. Il y a un papier à remplir qui est extrêmement scrupuleux, hein. Il faut vraiment juger l'onctuosité, la sucrosité, l'alcool, la couleur, L'amertume. l'aspect crémeux, l'amertume, enfin, bon, Oui. et le faire pour chacune, hein, et puis dire je préfère celle-là parce que telle raison. Il ne faut pas dire oui, C'est, c'est celle-là la c'est- meilleure, au revoir et merci. Non, non, oui, non, non. c'est l'œnologie de la bière. L'énergie de la bière. Donc voilà. En plus, donc, chaque pays a une étude de marché qui fait que la bière sera un peu plus crémeuse, un peu moins amère, un peu plus sucrée, un peu Ah plus claire, oui, un peu plus brune, etc. Donc d'accord. voilà. Alors la Guinness, on la trouve soit en bouteille de 25 centilitres, en bouteille de 33, mais également en canette de 33 à 50 centilitres. Alors n'en prenez pas trop. Parce que on ne va pas cuisiner, en réalité, on ne va pas cuisiner la recette à la Guinness. On va ajouter la Guinness à la fin, un peu comme un condiment. Ah, Il y a une raison toute simple. La cuisine à la bière, contrairement à la cuisine au vin rouge, par exemple, est une cuisine qui est délicate et qui est traître, parce que la bière, lorsque vous la faites cuire et que vous en mettez trop, elle va garder son amertume, elle va même l'accentuer, parce que dans la bière, il y a du houblon.
oui, Et j'ai fait, il y a très, 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 très longtemps, un jour, l'expérience en disant, je vais faire une carbonade comme on fait du bœuf bourguignon, c'est-à-dire que je vais mettre uniquement un mouillement à la bière. Et j'avais utilisé tout simplement de la pils, donc une bière qui n'est pas trop forte en goût, hein. Eh bien, je peux vous dire que ma carbonade était quasiment immangeable, tellement l'amertume ressortait. Donc, d'accord. si vous partez avec une bière qui est blonde, qui n'est pas très forte, avec un résultat qui est trop amer, je vous laisse imaginer si vous mettiez un mouillement à la Guinness pour faire Oui, votre préparation ici, ce serait immangeable. Donc, ouais. on va garder la Guinness pour en mettre à la fin et je vous expliquerai comment il faut faire pour la mettre et pour la doser. Ça va? Mhm, mhm, oui, Le traitement maintenant. Ben, le traitement n'est pas compliqué du tout, hein. Vous allez d'abord nettoyer vos légumes, hein. Donc, les éplucher les oignons si vous les avez en frais, nettoyer les champignons. Je rappelle qu'un champignon, on le vérifie, on le passe rapidement à l'eau si c'est nécessaire, on évite de le passer à l'eau s'il n'y a pas de nécessité. Donc, si oui, les pieds sont propres et si le chapeau ne contient pas de petites traces noires de terreau, on passe simplement avec un petit linge ou bien avec une petite brosse à légumes et on ne les passe pas à l'eau, hein, oui. mais on le fait s'il y a un doute. Les champignons, on les coupe en quartiers. On les coupe en quatre, on les coupe en deux, on les coupe en six. Ça dépend de la taille du champignon. Le céleri blanc en branche, on ne prend que la partie branche, on ne prend pas la partie feuille. Mhm, Euh, on pourrait filer le céleri, c'est-à-dire avec un économe enlever les fils, mais ça ne se fait pas dans les préparations de type ménagère, parce que c'est long, c'est fastidieux, et je dirais que bon, si ce n'est que ça amène un côté un tout petit peu plus agréable au niveau de la dégustation, ce n'est pas un problème, oui, ce n'est quand oui. même pas fibreux au point de ne pas savoir le Non, manger. non. Alors, le céleri, vous le lavez bien à l'intérieur de la côte, parce que quelquefois, il y a de la poussière ou du sable qui s'y accumule. Vous le lavez bien, et puis vous le taillez en biseau. Vous le taillez en morceaux pour avoir des genres de losanges, d'à peu près un centimètre et demi d'épaisseur, hein, voilà. Mhm, Ça veut dire de tailler vos céleris. Alors, les carottes, bon, ben, vous enlevez les bouts. Si les carottes sont relativement jeunes et qu'on peut consommer la peau, vous les taillez simplement en bâtonnets. Donc, ça veut dire que si la carotte est plus épaisse que le petit doigt, vous la coupez en deux ou en quatre dans la longueur et puis en morceaux. Vous devez avoir encore de la mâche. Il ne faut pas tailler les légumes trop fins, mhm, mhm. hein. Vous devez encore avoir des morceaux qui soient Oui, apparents. oui, Donc, vous taillez des oui, morceaux de 3-4 centimètres, c'est le minimum, hein. Ne faites pas oui. plus, mais ne faites pas moins non plus. Vos D'accord. légumes sont prêts. La viande, on va la rissoler. Alors, de la qualité, de la coloration de la viande va résulter, je dirais malgré tout, le goût final du produit. Mieux Oui, la viande est rissolée, je dirais meilleur sera le goût. Donc, oui, on ne rissole pas toute la viande en une fois, on rissole en deux, trois fois, de manière à ce que les morceaux soient espacés les uns des autres. Il ne faut surtout pas que la viande relâche de l'eau, l'eau. du liquide, Oui, que ça bouille. Il faut oui, que ça reste, je dirais, à grésiller tout le temps. Donc, absolument. matière grasse, beurre et huile bien chaud. On met le feu au maximum, hein, que ce soit électrique ou pas. On met les morceaux et on les sale. Ensuite, on les retourne quand ils ont coloré d'un Mhm, côté. Et mhm, là, on ressale légèrement, légèrement, pas trop, et on poivre. Pourquoi est-ce mhm. que je n'ai pas poivré au début, à votre avis? Eh bien, si tu Bonne sales, question, merci de me l'avoir posée. mais voilà, c'est Voilà. gentil. Bon, si j'avais poivré au début, j'allais retourner le morceau après. On est d'accord. Oui, donc, Le poivre allait donc se retrouver dans la matière grasse brûlante. oui, c'est On est vrai. d'accord. Oui, Et du exact. poivre dans une matière grasse brûlante, Ça il fait de devient acre. l'amertume, oui, oui, Ça devient absolument. acre. Oui, Donc, en poivrant, quand j'ai retourné ma viande, et je ne dois normalement plus la retourner, le poivre que j'ai mis dessus va assaisonner, mais ne sera pas surcuit en le retournant. mhm, Voilà la mhm. raison. Oui, très bonne Donc, idée. je retire mes morceaux de viande et je mets les suivants. Je rajoute éventuellement un petit peu de matière grasse, si j'en ai envie, tout simplement parce qu'il ne faut pas que la viande brûle quand même, hein. Mhm, Donc, mhm. je rissole toute ma viande, je la mets dans un faitout, et puis je réalise par ailleurs mon jus de viande, dont je respecte ce qui est prévu, quantité d'eau, à peu près 1 litre, plus la poudre si je mets de la poudre, plus les cups si je mets les cups. J'amène à ébullition, et ça va me servir de mouillement. Vous allez me dire, les légumes, qu'est-ce que j'en fais? Alors moi, je vous suggère, les légumes, c'est de ne pas les mettre à cuire au début. Pourquoi? Parce que la viande doit cuire à peu près pendant 3 heures. Oui, Or, les légumes, avec une bonne heure de cuisson, et même moins, ils auront suffisamment de absolument, temps pour être cuits. absolument. Oui. Donc, si vous les mettez au début, ça ne sera pas mauvais, mais les légumes vont être surcuits. Mhm. Si vous les mettez après 2 heures de cuisson, ou la dernière heure,
les légumes seront impeccables. Donc ça, c'est à vous de dire, tiens, je les mets au départ ou pas. Ça, c'est bon. Par contre, ce que vous pouvez mettre, c'est le thym, c'est le laurier, c'est l'ail. Là, il n'y a aucun Oui, oui. problème, hein. Ah oui. Vous mouillez avec le jus de viande et vous allez, comment dirais-je, vous allez mettre en cuisson, amener à ébullition et puis laisser frémir. Alors, pour éviter que ça ne brûle, parce que c'est une recette qui doit cuire longtemps, on oublie quelquefois qu'il y a moyen de cuire des ragoûts au four. Alors, on Oui, règle tout simplement son four sur 150 degrés, on couvre la casserole parce que ça se cuit à oui, couvert, oui, oui, on enfourne pendant 2 heures et on oublie. oui. On ne doit même pas mélanger. Si on veut être sûr de mélanger une fois, on ouvre le four, après 1 heure, on mélange une fois et on remet encore pendant 1 heure, hein. Il n'y a aucun Mhm, souci. mhm. Alors, il y a des légumes qui doivent cuire longtemps et d'autres qui ne doivent pas cuire longtemps. Je vais donc vous expliquer pour chaque légume ce qu'il faut faire. Dans la poêle où vous avez rissolé la viande, vous allez mettre les céleris et les carottes. Et vous allez les faire revenir dans la matière grasse qui a servi à colorer la viande. Et en quelque sorte, les légumes vont déglacer les sucs de cuisson qu'il y aura dans le fond de votre poêle. Mhm. Et là, vous ajoutez, donc dans le ragoût, vous ajoutez les carottes et vous ajoutez le céleri que vous aurez fait très, 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 très légèrement colorer à peine, hein. Oui, Vous aurez fait revenir dans la matière grasse. oui, Vous oui. les ajoutez dans la cuisson, vous mélangez pour qu'elles soient bien, je dirais, que ça soit bien réparti dans le liquide, vous recouvrez. Et puis, vous allez cuire les petits oignons et les champignons à part. Et là, vous les ajouterez quasiment au moment de servir. Oui. Parce que les Oui. champignons, en réalité, vous allez les faire sauter de nouveau dans la même poêle, vous ajoutez de la matière grasse et vous faites sauter vos champignons. Et les petits oignons grelots, vous allez les faire également cuire à part, de nouveau dans la même poêle. Quand les champignons sont cuits, vous les débarrassez, vous les ajouterez dans la préparation au dernier moment. Vous allez mettre les petits oignons grelots en une seule couche dans la poêle, Mhm, une petite noix de beurre, et c'est là qu'intervient la petite pincée de cassonade ou de sucre. mhm, C'est pour donner un petit peu de caramélisation aux petits oignons. mhm, Vous mouillez à hauteur vos petits oignons avec de l'eau, vous couvrez, vous amenez à ébullition et ensuite vous retirez le couvercle. Pourquoi mhm. est-ce que j'ai mis le couvercle au départ après vous? Eh bien, pour qu'il y ait une belle ébullition. Voilà, pour que ça aille plus vite. Donc je Oui. mets le couvercle au départ, prenez ébullition. Et pourquoi est-ce que je l'enlève après? Et pour que ça s'évapore et que ça Exactement. caramélise. Pour que ça s'évapore, que ça caramélise. Oui. Donc je cuis mes petits oignons, je fais des petits oignons glacés et je les mettrai dans la préparation au dernier moment, tout Mhm, simplement. mhm, Alors maintenant, la viande a cuit pendant 3 heures. Elle est censée être tendre. Je dois lier légèrement la chose et je dois mettre la Guinness. Alors, il y a deux possibilités. Soit je lie dans l'ensemble la viande et les légumes ensemble, soit je décante. Si je décante, avec une écumoire ou avec une araignée, j'enlève toutes les parties solides que je mets par ailleurs dans un autre récipient. J'ai ma sauce et ça va me permettre à ce moment-là d'ajouter la Guinness. Je goûte d'abord ma sauce pour voir comment elle est. Oui. Je n'ajoute pas toute la Guinness, je ne mets pas toute la bouteille. Si je prends une bouteille de 25 centilitres, j'en mets à peu près un tiers. Oui. Je mélange. Si le résultat me paraît correct, c'est-à-dire si le goût y est, s'il y a un bel équilibre d'amertume légère, je stoppe là. Si maintenant je trouve que ça n'a pas beaucoup de goût, que la Guinness n'a pas donné beaucoup de goût, j'en rajoute un Tu en peu. remets. Mais Oui. je ne verse jamais l'entièreté de la bouteille au risque d'avoir un plat qui va vous paraître après beaucoup trop puissant, Oui. beaucoup trop amer. Donc, Oui. considérez que la Guinness est un peu comme un condiment, que vous mettez la bière pour parfumer le plat, mais que ce n'est pas l'ingrédient qui fait la sauce. C'est Mhm. l'ingrédient qui termine la sauce. Donc, vous Absolument. mettez la D'accord. Guinness. Quand vous avez atteint le stade gustatif que vous souhaitez, vous arrêtez d'en mettre, vous amenez à ébullition et puis vous allez lier légèrement avec soit du mondamin brun, donc du liant à base d'amidon de maïs, soit avec un tout petit peu de roux, avec toujours à l'attention que ce sont des liants qui doivent venir à ébullition pendant une trentaine de secondes et que ça n'est pas un liant réellement instantané comme c'est indiqué sur la boîte. Donc, n'en Oui. ajoutez pas trop parce que sinon vous risquez de vous trouver de la colle à tapisser. La sauce doit rester onctueuse, doit rester fluide, mais ne Oui. doit pas être trop épaisse. Ça, c'est une règle importante. Donc, vous liez votre sauce, elle sera à ébullition, vous rajoutez à ce moment-là la viande, les carottes, le céleri, vous rajoutez les petits oignons et vous rajoutez les champignons sautés. Si vous voulez qu'il y ait une présentation un tout petit peu plus riche, plus belle, à ce moment-là, vous mettez vos oignons et vous mettez vos champignons dans le plat de service au moment de servir, de Oui. manière à ce qu'ils soient bien apparents, tout simplement. Oui. Oui. Ce que vous Et là, pouvez faire aussi, c'est en mettre la moitié et dire je mets la moitié
dans le plat de service et je les noie dans la sauce et je Oui, rajoute l'autre moitié en surface pour qu'il soit bien apparent. oui, oui. Je vois à côté qu'il y a des pommes de terre qui ont été cuites au four, Alors, là. on mange ça avec des pommes de terre, mais traditionnellement, ce sera plutôt avec une purée de pommes de terre qu'on va manger D'accord, ce genre de plat. d'accord, Alors la d'accord. purée de pommes de terre, elle permet surtout, c'est de bien éponger la sauce, parce que c'est Oui, un plat qui est en sauce longue, hein, bien ce qu'on sûr. appelle une sauce longue. Et la purée de pommes de terre, lorsqu'on va, disons, la malaxer dans son assiette, l'écraser avec la sauce, vous allez pouvoir manger la sauce. Tandis que si vous n'avez pas cette purée de pommes de terre ou des pommes de terre qu'on peut écraser, ben votre sauce, elle va rester dans l'assiette parce qu'elle ne va pas venir avec la viande ni les carottes dans la Oui, oui, fourchette. oui, oui. Donc la purée, c'est vraiment. Alors je rappelle la recette, disons, de base d'une purée pour 1 kilo de pommes de terre cuites qu'on va légèrement faire sécher sur le feu pour enlever l'humidité. On va ensuite les écraser au pilon. On ajoute 80 grammes de beurre et 2 décilitres de lait bouillant Mm. qu'on peut remplacer avantageusement par de la crème, du sel, du poivre, noix de muscade si on aime bien. Et on a une purée qui est standard, la purée traditionnelle standard. Bon, Joël Absolument, absolument. Robuchon fait une purée quasiment autant de beurre que de pommes Bon, de terre. il s'était calmé après quand même, Oui, hein. mais qui est très bonne quand même, hein. Il faut Ah bah reconnaître que évidemment, hein. la Mais, purée Joël Robuchon est extraordinaire. Mais enfin, mais- même bon, poids de beurre et de pommes de terre et de même rate. pas de beurre et de pommes de terre, là, c'est clair que on déguste, comme on dit, hein. Oui, Donc, une oui, belle purée de absolument. pommes de terre. Alors, en garniture, un petit peu d'oignons, de jeunes oignons verts, donc des cives finement ciselées, un petit peu de persil, rien d'autre de particulier. Et là, vous avez un plat avec lequel vous boirez de la Guinness, évidemment, hein. Je crois que, Évidemment, évidemment, à évidemment. défaut de Guinness, on peut très bien boire un gros vin rouge, enfin, quand je dis un gros vin rouge, non, un grand vin rouge, pardon, de type un Côte-du-Rhône, un Bourgogne, par exemple, ça va formidablement bien aller. Tu Mais crois je qu'un... crois que c'est quand même la Guinness qui va Oui, s'imposer. oui, oui. Alors, Guy, tu crois que le Bourgogne irait bien là? Je pense que le Bourgogne irait bien, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est dans des goûts un peu viandeux, un peu gibier, malgré tout, du fait de la Guinness, l'amertume, le côté Oui. corsé. Et que Moi, le Bourgogne est un vin traditionnel qui accompagne ce genre de plat. Le bœuf bourguignon est né à Bordeaux et pas, est né en Bourgogne et pas à Bordeaux, oui, hein. oui, mais c'est le Voilà. bœuf bourguignon, c'est pas le Oui, bœuf à la voilà. Guinness, hein. Non, on Je, est d'accord. Mais je, je, on a je- quand même des similitudes malgré tout, hein. C'est le même ouais. genre de cuisson. C'est la même sauce brune, si ce n'est que le parfum va être un petit peu différent. Moi, je verrais bien soit un Châteauneuf-du-Pape ou alors un Ah oui, à Bordeaux. Côte-du-Rhône, ça c'est l'idéal. Hein, hein. Alors d'autant plus que dans la Guinness, vous avez des arômes extrêmement torréfiés. Vous Ouais, avez des arômes de café, des arômes de chocolat, des arômes de caramel, ouais, et qu'on va retrouver dans les vins de Côte-du-Rhône, surtout lorsque les fûts ont été fortement torréfiés, ouais, on retrouve ce genre d'arôme, hein. oui. Le problème, c'est que servir à boire aux dames, quoi, parce qu'elles vont pas forcément aimer la Guinness Ah et, non, ça c'est vrai que. et Mais même les on, vins. on oublie parfois, c'est qu'on peut servir la Guinness et toutes les autres boissons d'ailleurs dans des verres beaucoup plus petits. On n'est pas Oui, obligé de servir une pinte de 33 oui, centilitres ou d'un demi-litre, hein. oui, On c'est peut vrai. servir un petit verre de Guinness, je Ouais, dirais en dégustation, dans un petit verre à vin, et puis servir par ailleurs une autre boisson pour accompagner, hein. ouais, ouais, Il y ouais. a pas de mal à ça. D'accord, d'accord. Ah ben dis-moi, quelle belle recette. Ben, je crois qu'il y a moyen de la réussir. Je dirais, si on est minutieux, il y a moyen de faire une très belle Absolument. recette avec ce plat. Alors bon, qu'est-ce que les D'accord, d'accord. Irlandais font à la Saint-Patrick? Ben, il faut, paraît-il, trois choses. Bien souvent, il y a des cortèges, ils défilent. Alors, ils boivent de la Guinness, ils écoutent de la musique et ils dansent. Ça, ce Oui, sont les choses qu'ils font. Et ils mangent des plats à base de Guinness. Donc ça, voilà. c'est je dirais, un incontournable de la Saint-Patrick. C'est le Ouais. cortège quand la ville est suffisamment grande. Comment Et dirais-je, c'est la dégustation de Guinness oui. et on mange des plats traditionnels et on écoute de la musique Et moi qui, irlandaise oui. traditionnelle aussi. Et moi qui suis un peu fumeur de pipe, les gens qui fabriquent des pipes font une pipe chaque année pour la Saint-Patrick. Ah, ben pourquoi pas, pourquoi pas. Vous connaissez En, en, Saint-Claude alors? oui, en Oui, dégustant une Guinness, évidemment, hein. évidemment, évidemment. Mais la Guinness a été à une époque ma bière préférée. Je buvais de la Guinness chaque fois que j'avais l'occasion d'aller dans un établissement. Et puis l'idée m'a un petit peu passé parce que bon, ben on évolue, on change, hein. Eh bien, J'ai écoute, trouvé la Guinness un peu trop, allez, un ah, peu trop puissante, je vais dire. ah oui, d'accord. Alors Ben, je moi, n'ai bu que ça en Irlande, hein. oui, Bon, j'y suis pas resté beaucoup, je suis resté 3 jours, mais
en atterrissant, enfin en arrivant à Dublin, ben, premier café où on va, c'est une Guinness, puis premier repas, c'est une Guinness, puis en soirée, c'est une Guinness. Et alors, je me rappelle en avoir une à l'aéroport avant de repartir. Et j'ai dit, ben oui, j'en bois encore une dernière, hein, je suis dans le pays. Et celle-là, c'était quasiment la Guinness de trop. Elle passait encore, mais je me suis dit, si on m'en propose encore une en arrivant à Bruxelles, je ne la boirai pas parce que j'en suis saturé, en fait, hein. Oui, oui. Mais Guy, si tu veux bien, lorsque je serai avec toi en Belgique ou à Bruxelles ou ailleurs, j'aimerais bien déguster une Guinness. Ah, on peut en déguster, hein, parce qu'il y a des pubs irlandais. Oui, oui. Maintenant, Alors, il y a je des bières dirais, belges, évidemment, mais je j'aimerais bien dirais que c'est déguster. un peu dommage. Oui, bon, voilà. C'est un peu dommage de boire en Belgique qu'il y a tant de bières Nous variées, sommes d'accord, nous sommes une d'accord. bière qui n'est pas du cru, mais on peut aller boire une Guinness. La seule chose, c'est qu'au pub irlandais qui se trouve dans le centre-ville, il y en a plusieurs, mais il y en a en tout cas un, ils sont tellement, comment dirais-je, tellement psychorigides. Si vous ne parlez pas en anglais, on vous sert pas déjà. Donc, ça Ah commence oui. bien. Oui, Ah, ça oui, commence bien, oui. ils sont relativement désagréables parce qu'ils ont suffisamment de clients. Donc, Ah, tu ne passes pas ta commande en anglais, et ben bon, t'as le ah, temps d'attendre, hein, voilà. ah oui, d'accord. Maintenant, nous Bon. pourrons aller dans ce bar, dans ce café où il y a, je crois que c'est jusqu'à 5000 bières du monde entier. Oui, Euh, ça devrait aller. oui, ça devrait y aller. Là, il y en aura. Maintenant, je trouve de nouveau que c'est un peu dommage d'aller là-bas, commander une Guinness qui se trouve partout, quand on peut boire une bière des îles Fidji, ou Attends, bien moi une je ne bière vois de pas Nouvelle-Calédonie, ou bien... je ne vois pas de Guinness, je n'ai jamais vu de Guinness chez moi là, hein, Non? Ah non, 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 Mais ici, on non. la trouve en grande surface, hein, sans Ah, je n'ai problème, hein. jamais vu de Guinness en grande surface, hein. Enfin, J'en ai acheté une hier pour faire ma recette. Bon, Ah ben, d'accord, d'accord, ok. Ben, je oui. regarderai, je regarderai. Eh bien, mesdames, messieurs, voilà une très belle recette que Guy a bien voulu nous donner. Merci beaucoup, Guy. Ben, à bientôt, hein. À très bientôt, chers amis, à très bientôt. Pardon. Bye bye.